National, dans cet entretien donc spécial où nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui M. Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Monsieur Charfi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vos auditeurs à travers les frontières. Merci. Monsieur Charfi. Donc, Monsieur Charfi, nous allons profiter aujourd'hui de votre présence pour mettre plus de lumière sur l'opération de vote qui débutera demain, dimanche 1er novembre, date du référendum pour l'amendement de la Constitution. Donc, Monsieur Charfi, alors en prévision de cette date, vous avez le travail de l'ANI n'a pas commencé il y a quelques jours, mais depuis l'annonce justement de la tenue des élections concernant la Constitution, donc depuis l'annonce du 1er novembre comme date du référendum, Monsieur Lani, le travail a été, je dirais, important. La mission a été, je dirais, même si elle était difficile, mais elle a été, je pense, accomplie à la veille de cette date, Monsieur Charfi. Oui, je vous remercie de poser votre question en forme de synthèse de ce qui a été fait, ce qui est encourageant pour votre invité et qui lui ouvre donc un espace appréciable pour donner des informations nécessaires à vos auditeurs. Effectivement, depuis l'annonce de l'agenda présidentiel de révision de la Constitution, l'ANI a pris des dispositions pour être prête au jour J avant qu'il ne soit déterminé. Comme on ne savait pas avec précision à quel moment, donc nous avons pris nos décisions. Depuis le mois de février, on a commencé à réfléchir et à travailler pour donner le maximum de chances de réussite à ce référendum. Donc, plusieurs axes ont été définis pour élaborer une stratégie de préparation, que ce soit au niveau de l'encadrement des bureaux de vote, que ce soit au niveau de l'équipement électoral et que ce soit au niveau de la réglementation que nous avons mis en place. Et sur ce plan, je suis heureux de constater que la stratégie en ce qui concerne les équipements électoraux que nous avons mis en place d'externalisation des opérations logistiques a porté pleinement ses fruits, puisque à travers les séances de visioconférence que nous avons établies avec nos représentants à l'échelle de toutes les wilayas du pays, nous avons constaté que l'équipement électoral, que ce soit en termes de documents électoraux, que ce soit en termes d'équipements strictement logistiques, comme les isoloirs, comme les urnes, comme l'encre phosphorescente, ont été mis en place depuis quelques jours. Donc, ils sont en stock et dès la libération des écoles depuis mercredi, tous les centres ont été équipés et prêts pour. Et à ma sortie de votre émission, je vais visiter 2 centres à Ouedsmar et à El Biar pour m'assurer sur site de ce que on m'a rapporté par ce rapport, que ça correspond réellement à la réalité. Mais on a pu le vérifier grâce à l'évolution extraordinaire de la capacité informatique de l'ANI, puisque
nous avons maintenant la capacité d'organiser des visioconférences avec l'ensemble de nos représentants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et en concomitance, s'il vous plaît. En concomitance, ce qui a permis à M. le directeur général de la télévision algérienne qui était présent, quand il a su quelle capacité nous avons développée de 200 mégas, il nous a dit, vous êtes une grande chaîne de télévision. De ce point de vue, c'est du point de vue de la capacité. Et je vous assure que cela nous donne quelques encablures d'avance sur ce que nous avions prévu. Parce que c'est la mobilisation des jeunes ingénieurs volontaires qui ont... Je vous donne un exemple. J'ai la réserve démocratique qui est de 350 000 actuellement. J'avais demandé la possibilité d'effectuer un management présidentiel, c'est-à-dire que le président veut lui-même avoir la possibilité de manager cette réserve, d'y accéder lui-même. Et j'ai demandé si c'était possible. Des ingénieurs, les 3 ingénieurs jeunes m'ont regardé en souriant. Une semaine après, est venu m'informer qu'un cadeau vous attend. Et ils m'ont présenté le moteur de recherche spécifiquement dédié au président de l'année. Pour vous dire que la mobilisation est totale et que n'importe quel besoin exprimé, les ingénieurs le prennent en charge dans les délais les plus courts. Par exemple, l'inscription à distance. J'en avais parlé le 20 août pour la demander. Le 20 septembre, elle était prête. On me l'a annoncé quand j'étais en visite à Berlin. On m'appelle pour dire, Monsieur le Président, vous pouvez annoncer que les gens peuvent s'inscrire en ligne. Etc. Donc, c'est en temps réel qu'on avance. En temps réel. Et avancer en temps réel, ça c'est le propre des armées en bataille. D'ailleurs, M. Charfi, l'aspect organisationnel, que ce soit sur le plan logistique et moyen, c'est très important, notamment dans cette conjoncture actuelle. Je parle de la conjoncture sanitaire, s'inscrire justement de telle manière à faciliter un petit peu les choses par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus. Vous savez maintenant, tout le monde sait que l'ANI a pu élaborer un protocole sanitaire par ses moyens propres, par les médecins qui sont membres de l'ANI. Nous avons d'ailleurs 2 membres de l'ANI. L'un est dans la commission nationale d'évaluation, c'est Dr Bekat, et l'autre est dans la commission de validation, c'est le professeur Adda Bounjar. Donc, l'ANI a des ressources humaines qui lui permettent, dans le domaine de l'informatique et dans le domaine du protocole sanitaire, d'être autonome. Donc, ce protocole sanitaire qui a été élaboré, ces mêmes médecins qui l'ont conçu et élaboré en coopération avec la commission de validation des protocoles est chargé de l'exécution et de suivre la mise en place. Donc, des conférences ont été faites sur site et par visioconférence. Donc, à 4 reprises, donc 4 séances de formation de nos délégués ont été effectuées. Donc, la maîtrise du protocole lui-même, en plus de la fourniture des instruments nécessaires, la maîtrise par nos délégués de cette question fera que la sécurité des électeurs sera assurée à tout point de vue. Comment se fera, M. Charfi, l'adaptation justement de ce protocole sanitaire quand on parle de notre communauté à l'étranger? Nous savons que d'autres pays ont d'autres peut-être protocoles. Comment justement équilibrer entre les deux, je dirais? Bon, vous savez que les lois sanitaires font partie des lois de police. Donc, elles obligent tous les résidents d'un État, et la loi étrangère ne peut pas, sur le plan des relations internationales, du droit international, nul ne peut imposer l'application de sa loi étrangère dans un État étranger, sauf à l'intérieur des édifices diplomatiques. Or,
en matière sanitaire, vu l'ampleur de la pandémie qui existe, je vois mal un État être indifférent aux conditions dans lesquelles les gens vont voter, même si c'est à l'intérieur de l'ambassade, parce que si le protocole ne correspond pas aux exigences de l'État hôte, pour lui, il y a un risque donc de contamination. Donc c'est en coordination, bien sûr, avec les autorités des pays hôtes. Nous proposons notre protocole à l'intérieur de nos édifices diplomatiques. Et évidemment, on ne peut pas, si l'État hôte veut contrôler que c'est conforme, c'est compatible au moins, c'est compatible avec ses propres exigences. Mais je pense qu'on est, au niveau international, même dans certains pays, ils ont constaté qu'on était en avance sur certains. Et donc, je ne pense pas qu'on ait une préoccupation sur ce plan-là. Très bien. Monsieur Chalfi, donc en parlant de communauté algérienne à l'étranger, nous rappelons que l'opération de vote a débuté aujourd'hui. Est-ce que vous avez un écho par rapport au déroulement de l'opération? Il est déjà 9h20. Non, je suis là depuis 8 heures. Donc, vous avez fait un passage au niveau de la chaîne. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir, sincèrement. Mais hier, il y avait beaucoup de bureaux de vote à l'Est comme à l'Ouest, parce que nous avons pris un arrêté général pour dire que, selon les conditions de chaque pays, les représentants diplomatiques et les représentants de l'ANIL, nous avons des délégués à travers le monde entier, même si ce n'est pas dans chaque pays, mais un délégué, par exemple, à Washington et en Amérique, qui est responsable et un autre à Montréal. Donc, nous avons pu, hier, enregistrer, par exemple, au Moyen-Orient, à Moscou, à une participation appréciable. Très bien. Alors, participation, les bureaux itinérants aussi. Donc, l'opération a commencé hier, Monsieur Chalfi. Donc, comment se déroule l'opération, l'organisation en termes d'organisation, de participation également? On aimerait bien le savoir. Oui. Les bureaux itinérants ont commencé effectivement, certains se sont déplacés depuis avant-hier. Oui. Parce que c'est des milliers de kilomètres qu'ils doivent parcourir. La première journée de vote, à peu près une moyenne, c'est plus ou moins 11% pour la première journée, c'est appréciable puisque d'habitude, la première journée des bureaux itinérants, c'est environ 7 à 8%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, je ne dirais pas engouement, parce qu'il ne faut pas aussi... mais il y a une prise de conscience certaine que le référendum est une étape nécessaire pour la réalisation de l'Algérie nouvelle, à laquelle aspirent les Algériens depuis le Hirak du 22 février. Et donc, ce changement pacifique doit passer justement par la mise en place d'institutions prenant en charge réellement les revendications démocratiques des citoyens. Et le référendum, la révision constitutionnelle qui est soumise donc à l'appréciation du peuple, parce que finalement c'est une consultation populaire, représente une marche nouvelle, supplémentaire, qui constitue le deuxième souffle, comme je l'ai dit, le deuxième souffle du 1er novembre. Ce n'est pas une deuxième mi-temps de la présidentielle, c'est le deuxième souffle du 1er novembre. J'ai entendu tout à l'heure Moufdi Zakaria parler du 1er novembre. Ben, j'ai raison de dire que c'est le deuxième souffle du 1er novembre. C'est le référendum est le deuxième souffle du 1er novembre. Et beaucoup de citoyens en ont conscience. J'en prends comme indice l'engouement pour la révision des listes électorales qui a connu les derniers jours un véritable engouement. Comme pour les contrôleurs que nous avons, les derniers jours, ils sont venus en masse, mais il y a des délais et on n'a pas pu on aurait eu peut-être 10 fois plus si les gens
avait pris conscience de cette possibilité d'un citoyen d'être érigé avec sa carte comme observateur. Donc, alors, Monsieur Chalfi, justement, vous me donnez l'occasion de vous poser la question par rapport au nombre de contrôleurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre exact à travers le territoire national et par rapport au corps électoral, le nombre d'inscrits jusque-là? Oui, les chiffres sont disponibles. Bon, mais pour ne pas parler aux unités, aux dizaines, aux centaines, on va donner un chiffre global. Et il y a environ entre 980 et 1000 observateurs qui se sont pour environ 850 bureaux de vote. Bien. Vu le court délai qui a été imparti, parce que la réglementation est nouvelle, la réglementation du référendum est nouvelle, elle a été mise en place par l'année en un temps record. Et je dois dire sincèrement que le feedback est plus que positif, puisque des jeunes qui sont issus pour la plupart de la réserve démocratique. La réserve démocratique, si vous voulez qu'on le précise sur une de votre question, on le précise, sinon je vous le précise maintenant. C'est suite à l'appel effectué par le président de l'ANI à l'élite nationale pour prendre en charge l'encadrement et le contrôle des bureaux de vote pour garantir la crédibilité, l'intégrité du vote citoyen. Actuellement, plus de 350 000 volontaires sont inscrits dans la banque de données de l'ANI. Le moyen d'âge, en deçà, pratiquement 100% en deçà de 50 ans. Donc, entre 25 et 50 ans. Le tiers environ est constitué de bacheliers. L'autre tiers d'universitaires de niveau donc graduation et le reste de post-graduants, donc des professeurs d'université. Et ce sont, pour la plupart, des personnes qui sont en activité. C'est-à-dire, réellement, ils sont engagés pour un idéal. C'est l'idéal d'assurer la sincérité du scrutin et de le préserver de toute altération, que ce soit en cours de dépouillement ou en cours de transport. Voilà. C'est vraiment une dynamique qui est engagée, parce que c'est affolant de dire 350 000 inscrits dans la banque de données et qui sont prêts. La preuve, quand le président de l'ANI a décidé que au moins un membre du bureau de vote doit être issu de la réserve démocratique et un autre suppléant doit être démocratique, ça a été possible. Ça a été possible. Puisque 90 000 sont actuellement parmi les encadreurs du bureau de vote. Parce que j'ai demandé un par précaution pour que les gens soient formés au fur et à mesure, avoir de l'expérience. Voilà. Donc, c'est rassurant. Très bien, Monsieur Chalfi, si vous le permettez, nous allons nous arrêter pour quelques minutes pour le flash d'information et nous revenons juste après. Restez à l'écoute de Radio. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de cet entretien spécial. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Mohamed Chalfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Monsieur Chalfi, nous nous sommes arrêtés tout à l'heure sur un chiffre. J'ai retenu un chiffre justement, 350 000 volontaires sur votre base de données pour encadrer justement ces élections. Monsieur Chalfi, est-ce que c'est un signe justement de l'engagement aujourd'hui de nos jeunes, surtout pour l'action politique? Est-ce que c'est une prise de conscience qu'aujourd'hui ce rendez-vous du 1er novembre est important pour l'avenir de l'Algérie? Je vous remercie encore une fois de vos questions pertinentes qui me permettent d'appréhender le sujet sous ses différentes coutures. Vous avez posé le problème de la jeunesse. J'ai été étonné lors d'une visite à Boumerdes de l'afflux des jeunes à la sortie des bureaux de vote
qu'on avait conçu comme modèle à l'époque pour l'expérimentation du protocole sanitaire. J'ai pris au hasard, on me saluait, j'ai regardé un jeune, au hasard, je l'ai pointé du doigt. Es-tu inscrit dans la réserve démocratique? Mais bien sûr, Monsieur le Président. Au hasard, spontanément. Et il y a des jours où le nombre de volontaires par jour a atteint 40 000. 40 000. Et 350 000, je pense que c'est un chiffre qui est appelé à augmenter lentement, mais à l'approche des législatives, je prends rendez-vous qu'à l'approche des législatives, le nombre dépassera les 500 000. Quand on annoncera des législatives, le nombre dépassera les 500 000. Donc cet engouement des jeunes, la moyenne d'âge, c'est entre 50 et 25 ans. Et c'est à peu près entre 40 pour les femmes et 60 pour les hommes. C'est à peu près la caractéristique de la population algérienne, à peu près. Donc, c'est un espoir. C'est un espoir pour la construction de l'Algérie nouvelle. Pour la prise en charge, justement, M. Charfi, de ces inscriptions, il est certain que pas toutes les demandes seront peut-être prises en charge ou acceptées. Peut-être c'est selon le nombre de bureaux à travers le territoire national. C'est pour juste rassurer les gens qui se sont inscrits, qui attendent toujours de participer à ce rendez-vous. Vous savez, c'est parce que nous voulons aller lentement, comme la pluie fine qui irrigue la terre sans l'éroder. Lorsqu'une pluie très forte, c'est vrai qu'elle remplit la terre d'eau, mais en même temps, elle emporte la partie du limon, la partie fertile. Donc c'est pour ça qu'on avance à pas feutré. On a fait une petite introduction de un membre de la réserve dans chaque bureau de vote et un membre suppléant. C'est pour qu'ils acquièrent de l'expérience, pour que la réserve démocratique soit opérationnelle. J'ai eu besoin de environ 438 000 cadres pour encadrer le bureau de vote. Donc la réserve ne suffirait pas. Pour vous dire que les 350 000 auraient été intégrés pleinement et auraient eu des déficits. Non, le problème n'est pas là, parce que ce ne sont pas des demandeurs d'emploi. C'est des professeurs, c'est des fonctionnaires. Les catégories professionnelles sont vraiment multiples. Rares sont les jeunes qui pensent en même temps avoir l'opportunité de faire preuve de leur talent et de leur capacité et de trouver un emploi. De toute manière, dans la stratégie que nous envisageons de mettre en place sur le plan donc, de l'encadrement humain de l'année, et pas uniquement des bureaux de vote, à chaque scrutin, nous pensons faire en toute transparence un appel à tous ceux qui souhaitent participer non seulement à l'encadrement du bureau de vote, mais même aux différentes opérations qui sont nécessaires pour l'organisation d'un scrutin. Donc, 90 000. C'est pas rien. C'est 90 000 jeunes qui sont injectés dans l'encadrement des bureaux de vote. C'était juste depuis l'indépendance, c'était fixe. C'est les mêmes qui venaient à chaque élection, même si ce sont des personnes très honorables. Je le répète, je ne conteste pas du tout l'intégrité de l'encadrement actuel où ce sont des enseignants, ce sont des enseignantes, ce sont des fonctionnaires. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans les réflexes. Les réflexes du passé, les gens n'en sont pas responsables. On les acquiert par le mode de vie, par la pratique institutionnelle qui existait. Donc c'est pas mettre au banc l'encadrement actuel, mais la nécessité du changement. Et le changement est nécessaire, c'est une revendication du peuple, et donc le changement
d'Algériens par des Algériens. Voilà, c'est rien d'autre. Et l'énergie nouvelle, vous savez, madame, dans tout changement en matière de relations sociales, tout changement est générateur de richesse en soi. Le changement est générateur de richesse en soi. Donc, je ne vais pas développer ça sur votre antenne, mais toute mobilité du travail est géniale. C'est ce qui concerne le grand conflit en matière d'organisation de l'économie entre les marxistes et les capitalistes. Ce n'est pas l'objet de notre entretien aujourd'hui, mais dans tout renouvellement de la ressource humaine est génératrice de richesse, en soi, de richesse. Voilà. Donc, Inch'Allah, la réserve démocratique est une garantie pour la démocratie en Algérie. Alors, le chiffre 90 000, M. Charfi, est-ce que c'est un des éléments qui va garantir la transparence et l'impartialité de ce rendez-vous, comme vous l'avez souvent souligné? Et quels sont les autres éléments qui vont contribuer justement à rétablir cette confiance que les Algériens ont perdue un certain temps? Oui, la confiance. La confiance est un des éléments, la confiance entre gouvernants et gouvernés, est un des éléments nécessaires pour la construction de l'état de droit. Après le consensus national, qui est le socle, il y a la liberté du choix de nos gouvernants. Et la liberté du choix, ça veut dire ceux à qui on va accorder la légitimité et notre confiance. Donc rétablir la confiance, ce n'est pas uniquement par l'organisation d'élections honnêtes, sincèrement. Parce que la confiance, elle est accordée au départ par le choix, mais elle doit être entretenue par la gouvernance. Je dis ce que je pense, c'est ma doctrine en tant qu'académicien. Donc la confiance n'est pas un chèque en blanc que l'électeur donne à l'élu. Et c'est pourquoi les électeurs qui élisent le responsable ne doivent pas se croiser les bras, parce qu'ils sont responsables de l'érosion éventuelle de la confiance qu'ils ont accordée à l'élu. Donc la responsabilité de l'élu est grande, mais celle de l'électeur est aussi grande, parce que élire et se désintéresser de la gouvernance, c'est comme si vous mettez n'importe quel métal exposé aux intempéries, il s'érode facilement. Maintenant, la technologie sidérurgique a conçu des minéraux qui sont inoxydables, mais enfin, naturellement, si vous l'abandonnez aux intempéries, il s'érode. Donc le gouvernement aussi a besoin de l'électeur pour l'accompagner. J'ai dit que c'est pas valable en politique. C'est pas valable en politique. On ne doit pas abandonner quelqu'un à qui on confie une responsabilité et dire maintenant qu'il se... Non, c'est pas avec cette logique-là qu'on construit un État. Donc nous sommes tous responsables de l'État que nous mettons en place, du maintien de la viabilité des institutions. On ne peut pas se désintéresser de la politique et rêver d'un État social. Ce n'est pas possible. Donc, participer au référendum pour la révision de la Constitution fait partie de cet engagement social, de cet engagement citoyen. On ne peut pas se dire citoyen et ne pas s'intéresser à une révision constitutionnelle qui constitue le socle de construction de nouvelles institutions. On ne peut pas. C'est contradictoire. On est citoyen, on doit accomplir son devoir de citoyen accompli. On doit l'accomplir et exiger ensuite des comptes. Oui, exiger ensuite des comptes. Ça fait partie aussi du retour d'investissement de la confiance qu'on a accordée à l'élu. Donc je pense que la réserve démocratique constituée d'une élite du peuple algérien est à même donc d'assurer non seulement la crédibilité de l'institution, mais aussi d'en assurer la suite dans la gouvernance. Alors, la responsabilité citoyenne, M. Charfi, nous l'avons remarqué, nous l'avons constaté sur les réseaux sociaux également, puisque des sondages sont effectués
à la veille de ce rendez-vous électoral, référendaire. Donc, nous l'avons constaté, dès 8 votés, les gens votent sur les réseaux sociaux, M. Charfi. Oui. J'allais dire heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Bon, mais je crois que je vais soulever l'ire de certains. Oui, c'est le monde du 21e siècle. Le monde virtuel, c'est un paradoxe que je vais... Le monde virtuel, c'est l'expression cachée du monde réel. Il n'est pas virtuel fiction. C'est virtuel par construction technologique. Mais ce sont des êtres humains, ce sont des citoyens qui s'expriment. Donc, oui, les réseaux sociaux, le frémissement que nous enregistrons actuellement est porteur d'espoir. Que le citoyen algérien, le jour où les institutions lui permettent de s'exprimer pleinement, les exprimera pleinement. On a dit ça pour le 5 octobre, on a dit c'est parce que c'est l'absence des canaux de dérivation citoyennes qui ont amené à l'explosion sociale. Ce n'est pas uniquement le manque de pain ou le manque de semoule, ça ce sont peut-être les ingrédients qui ont accéléré comme matière chimique. Voilà. Donc, oui, la gouvernance a besoin du citoyen et le citoyen a besoin de ses gouvernants. Donc, cette symbiose a eu lieu pendant le Hirak entre l'armée nationale populaire et le Hirak. Cette osmose qui a permis donc au mouvement populaire de millions d'Algériens de provoquer le changement sans le versement d'une seule goutte de sang. Voilà l'espoir. Des millions d'Algériens qui manifestent, qui laissent les places publiques propres et pas une goutte de sang, pas un acte de violence, même si dans tout rassemblement humain, il y a toujours une débandade qui s'organise, mais à l'échelle des millions, voilà le rapport entre le citoyen et les gouvernants. Le citoyen doit trouver les cadres institutionnels pour exprimer et les gouvernants doivent écouter, enregistrer, faire le possible pour satisfaire, sinon donner les explications pourquoi cela n'a pas pu se faire. Voilà, c'est comme ça qu'on va maintenir la paix sociale, c'est avec la conviction que le gouvernement fait ce qu'il peut en fonction des moyens dont il dispose et que le citoyen aussi accomplit son devoir et la société civile qui est en principe, qui a par nature vocation à évaluer la gouvernance, doit maintenant passer à une autre étape. Évaluer et contribuer à améliorer. Puisque vous parlez de société civile, M. Charfi, nous avons vu sa présence sur le terrain pendant toute la campagne électorale, donc depuis le 7 octobre et jusqu'à mercredi minuit, nous avons vu le travail qui a été fait sur le terrain. Voilà. Je n'ai pas fait exprès de vous amener sur ce sujet. Vous m'avez tendu la perche. Oui, mais voilà. Mais, non, je voulais vous donner simplement un petit chiffre comme ça. Voilà, le nombre de regroupements organisés pendant la campagne référendaire. Environ 2000, 1904. Donc le gouvernement en a organisé 57. Les partis politiques 220. Les associations 659. Oui. Donc c'est pratiquement 3 fois plus que les partis politiques, société civile. Et par conséquent, le rôle de la société civile n'est pas simplement de militer pour l'amélioration de certains créneaux. Non, c'est vraiment l'évaluation de la gouvernance et l'accompagnement de la gouvernance. Voilà la société civile dont je pense qu'elle doit pousser au sein de l'Algérie nouvelle.
évaluer et accompagner. Évaluer la gouvernance et à l'accompagner. Voilà. Il ne s'agit pas de faire des revendications stériles, non. Évaluer et accompagner. Voilà. Et comme ça, quand on a des comptes à demander, on sera en droit de le faire. Et sinon aussi, quand on a des éloges à faire au gouvernant, on sera en devoir de le faire et de lui renouveler éventuellement la confiance ou de ne pas la lui renouveler selon le constat que nous ferons. Voilà la société civile de l'Algérie nouvelle, donc évaluer et accompagner. Voilà. Je voulais revenir, M. Charfi, puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant la fin de notre émission, de notre entretien. Le 1er novembre cette année a deux symboliques. Donc une symbolique historique, puisqu'il représente, il rappelle le combat pour la libération, mais c'est aussi un symbole, une symbolique politique, puisque c'est la date du changement. C'est d'ailleurs le slogan qui a été donné au référendum de ce 1er novembre. Oui. La révolution, en soi, renferme l'idée du changement. L'idée du changement. Mais en soi, les gens croient que la révolution, c'est un changement brutal. Non. La révolution, c'est le changement forcé. C'est différent. La révolte, oui, est un changement brutal. Mais la révolution est un changement forcé. Ce qui est différent. C'est la volonté des révolutionnaires qui impose le changement. C'est pas voilà. C'est pas la force aveugle ni les destructions, non. Et donc novembre, par la déclaration, et j'ai avec moi un historien qui a beaucoup écrit sur la déclaration de novembre, docteur Zredi est avec moi. C'est pas pour rien que je l'ai amené avec moi aujourd'hui, parce qu'il est le symbole de l'élite algérienne qui a bien compris le contenu de la révolution et qui l'explique aux universitaires, qui l'explique aux générations d'étudiants. Donc, novembre est plus qu'une symbolique. Novembre est en soi une charte pour la construction d'un État moderne, compatible avec les constantes nationales et compatible aussi avec la modernité. Voilà novembre que nous comprenons, pour lequel nos parents payent le prix et pour lequel nous avons le devoir de continuer leur œuvre et de la léguer aux générations que vous représentez en toute sérénité. Et regardez derrière nous est-ce que nous avons parachevé la construction de nos pères? J'ai dit, on va parachever le toit. Est-ce que nous réussirons à travers l'année à le faire? En tout cas, nous œuvrons de toutes nos forces pour y arriver. Alors, M. Charfi, pour terminer, un dernier, donc votre message par rapport à l'enjeu de ce rendez-vous, mais aussi aux défis qui nous attendent après le 1er novembre. L'enjeu de ce rendez-vous, je l'ai dit, c'est la consolidation d'abord de l'option pacifique du changement que le peuple algérien a provoqué. Je dis bien que le peuple algérien a provoqué. Pas oublier qu'avant le Hirak, il y avait une sorte d'anesthésie. Certains dit le peuple anesthésié, chacun a utilisé un mot. Mais en tout cas, le changement, le déclic a été provoqué en février de 2019. Et donc, maintenant, la route de l'histoire a été en quelque sorte rehuilée. Donc, l'espoir est que, je vais plagier à un de nos écrivains, que cela ne soit pas confisqué de nouveau. Voilà. Ni que le fleuve soit détourné de nouveau. Et le référendum de demain constitue la construction d'un rempart pour éviter ces deux dérives que je viens de dénoncer. Nous avons malheureusement connu à une étape où
à un moment donné de notre histoire moderne. Voilà, donc c'est plus qu'un espoir. Le référendum de demain est une déclaration de volonté, au sens juridique du terme et au sens politique du terme. Le référendum de demain est une confirmation que nous considérons novembre comme étant un phare pour la construction de l'État algérien, afin que l'État institutionnel et social ne soit pas un slogan. Ne soit pas un slogan. Parce que si ça reste un slogan, alors la rechute sera dramatique. Mais je crois que les citoyens en ont conscience et que tout le monde veillera pour que, après ce référendum qui se déroulera dans les meilleures conditions au point de vue organisationnel, se déroule aussi dans les meilleures conditions au point de vue social, et que l'espoir qu'il créera ne sera pas déçu, mais au contraire sera renforcé par des élections législatives anticipées qui figurent dans l'agenda du président élu par le peuple. Donc, que les législatives viendront couronner la construction de cet État institutionnel avec des parlementaires qui seront de la qualité exigée par la nouvelle étape historique de notre pays, que le peuple saura les choisir, et qu'à ce moment-là, les gouvernants, que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, seront quand même en état d'assurer leurs responsabilités par un contrôle réciproque, par un équilibre des pouvoirs réels, afin de nous débarrasser à jamais de la concentration des pouvoirs au sein d'une même personne, la personnalisation des pouvoirs qui a fait bon, on n'est pas en train de faire le jugement de notre histoire, mais la concentration des pouvoirs personnels, même au sein de la famille. Un père trop autoritaire, il gêne l'évolution de ses enfants. Donc, voilà, l'Algérie est une grande famille et on doit la gérer en bon père de famille. Merci beaucoup, M. Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de me donner cette opportunité de m'adresser à vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci justement à nos chers auditeurs.